Bonjour à tous, mon nom est Yohan Levé, je suis Channel Account Manager chez WatchGuard et je suis accompagné de Pascal Ledigol qui est Country Manager chez WatchGuard. Pascal, tu es là? Bonjour à tous. Oui. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Si... Merci. Vous avez une fenêtre de chat qui est sur votre interface GoToWebinar. Allez-y, posez-nous un maximum de questions. On y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin, on verra. N'hésitez pas à nous poser un maximum de questions. Plus on a un nombre de questions important et plus finalement il y a de l'interaction et c'est plus un long monologue, justement. Pas de problème de son, merci à tous. Cette session est enregistrée, elle sera postée sur notre chaîne YouTube et je vous enverrai le lien correspondant. Et dans les commentaires, dans cette présentation, j'indique un certain nombre de sources. J'indiquerai les liens correspondants en commentaire de la vidéo pour que vous n'ayez pas à retaper ces liens complets dans votre navigateur. Ça vous permettra de gagner du temps. Donc c'est parti. Pascal, tu complètes quand tu veux. Donc aujourd'hui, on va parler de login et de mot de passe. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que sur les dernières années, on a eu une accélération du nombre d'outils cloud en mode SaaS qu'on utilise dorénavant dans la sphère professionnelle. C'est venu progressivement. Maintenant, on a tendance à utiliser en cloud souvent un ERP, un outil de compta, un outil de CRM. On a de l'Office 365 pour certains et une multitude d'outils métiers ainsi que plein d'autres outils. Ces outils en mode SaaS, ils sont hyper pratiques. Ils apportent plein d'avantages. Mais il y a un revers à la médaille, c'est que au final, c'est des ressources professionnelles, des outils métiers qui dorénavant sont accessibles de n'importe quel point de la planète par un simple login mot de passe. Il faut une connexion Internet, un navigateur, le lien qu'on rentre dans le navigateur et on arrive sur la fenêtre de login mot de passe de cette ressource. Et justement, un mot de passe compromis entre les mains d'une personne mal intentionnée, finalement, c'est un danger. Et ce danger est croissant au fur et à mesure du temps qui passe. Dans cette présentation, il y aura 3 parties. Première partie, on verra comment un login mot de passe peut être compromis très simplement. Ça ne sera pas exhaustif, hein, on verra juste quelques méthodes avec l'exemple fictif de Josiane. Ensuite, on verra plusieurs solutions afin d'essayer d'améliorer sa sécurité vis-à-vis des logins mots de passe. Et dans la 3e partie, on parlera d'authentification multifacteur, c'est quoi, comment ça marche, à quoi ça sert. On verra tout ça. Donc, je vous présente Josiane, mon exemple fictif. Josiane, elle travaille à la compta. Pas mal d'informations confidentielles qui transitent entre ses mains, des données financières, les salaires, etc. etc. Josiane, elle travaille depuis des années dans la société. L'informatique et elle, ça fait un peu d'eux, elle a un peu de mal et surtout, son problème, c'est qu'elle ne comprend pas les implications de ce qu'elle peut faire. Et Josiane, il y a un problème là. D'après vous, c'est quoi le problème qu'on voit ici? Et là, justement, si vous pouvez participer, si vous pouvez répondre dans la fenêtre de chat, ça serait vraiment super. Quel est le problème qu'on voit ici? Pas les rideaux, pas le papier peint non plus. Le post-it, oui, le post-it sur l'écran, c'est ça. Josiane, elle a mis son mot de passe sur son écran. Pourquoi? Parce que vos commentaires me font bien rigoler. C'est pas sympa de parler de l'âge de Josiane. Donc Josiane, ça fait des années qu'elle est dans l'entreprise, elle connaît tout le monde, elle va par exemple à certains moments, elle est très humaine. À certains moments, elle va avoir des personnes qui viennent, qui ont des difficultés financières, qui vont lui demander une avance. Et finalement, vu qu'elle est humaine, elle va parler à ces personnes. Elle va discuter, elle va apprendre à connaître ces personnes. Elle connaît tout le monde finalement dans l'entreprise. Et pour elle, c'est une grande famille. Elle voit pas le mal. Le fait qu'elle ait mis son post-it, elle se rend pas compte du danger correspondant. Et finalement, ça serait pas mal si Josiane pouvait lire ce rapport, le Verizon Data Breach 2019. Tous les ans, Verizon fait un rapport hyper complet. Le lien est en bas. Je vous engage à aller le regarder. On apprend
On apprend plein de choses justement sur ce rapport tous les ans. C'est fait par, en introduction, ils indiquent le nombre de personnes, d'experts indépendants qui travaillent à la réalisation de ce rapport. C'est vraiment intéressant. Et dans ce rapport, dans le dernier rapport, j'ai vu une chose, c'était ça. On parle de data breach, c'est finalement des fuites de données. Et on se rend compte que au niveau de la fuite de données, la plupart, enfin beaucoup de fuites de données viennent de login mot de passe qui ont été compromis. Après, il y a des portes dérobées, par exemple un malware qui installe une porte dérobée sur un poste ou une porte dérobée sur un logiciel ou autre, des exploitations et compagnie. Et ce qui est important, c'est que ces login mot de passe compromis qui en est la source. Eh ben, c'est beaucoup de personnes externes évidemment, mais ça peut aussi être des personnes des salariés de la société. Au final, on va voir des personnes de la société, ça peut être qui des fois, c'est un futur ex-collègue, une personne qui part, qui va partir dans peu de temps et qui prépare l'avenir et qui va partir avec des données de l'entreprise. Ça, c'est une possibilité. Des fois, sans voir le mal partout, ça peut simplement être une personne, un employé modèle de la société, qui passe devant le poste de Josiane, qui voit son mot de passe, qui sait que Josiane a accès à des droits, finalement, accès à pas mal de choses de ressources de l'entreprise que cette personne n'a pas accès, va se connecter un soir où il n'y a plus personne dans la société sur son poste avec le login mot de passe de Josiane et finalement va accéder à des ressources confidentielles comme par exemple la grille de salaire. Et quand cette personne qui est motivée, qui est dynamique, qui apporte plein de choses à la société, se rend compte que finalement elle est la plus mal payée de ses différents collègues, alors que ses collègues font 100 fois moins de choses qu'elle, bah, elle est dégoûtée. Et finalement, on avait une personne motivée et qui par ce biais-là obtient une information directement, elle va en parler avec son boss quelques temps plus tard à la revue annuelle ou même directement, mais il y a un risque finalement de démotiver cette personne. Donc c'est pas que il n'y a pas que le mal en termes d'objectifs par rapport à ce type de personne. Et une chose, pourquoi est-ce que Josiane a mis ce post-it sur son écran? La raison, c'est lui, Bill Burr. Bill Burr, c'est une personne qui travaillait au NIST. C'est un organisme américain de normalisation et qui a créé tout un certain nombre de normes au niveau informatique. Et en 2003, il a travaillé sur ce rapport. C'est une documentation de recommandation de 8 pages et il a donné des préconisations sur de bonnes pratiques en termes de création de mots de passe. Et c'est lui qui est à la source de ce qu'on utilise maintenant au quotidien, comme l'obligation pour un mot de passe d'ajouter des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, de ne pas réutiliser les derniers mots de passe, les 5 derniers mots de passe, les 10 derniers mots de passe, et surtout de devoir changer son mot de passe tous les 90 jours. Ce document de recommandation de 8 pages, c'est devenu la norme. Et en août 2017, il a été interviewé par le Wall Street Journal et il a déclaré qu'il s'était trompé, qu'il regrette ses recommandations parce qu'au final, il a fait ces recommandations ont fait en sorte que on habitue les gens finalement à utiliser des mots de passe qui soient très complexes à se rappeler pour un humain, mais super faciles à deviner pour un ordinateur. Depuis, il est à la retraite et il continue à regretter ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que Josiane, pour améliorer sa sécurité, elle pourrait peut-être enlever le post-it qui est sur son PC. Oui, mais ça ne va pas tout faire. Pour une raison toute simple, c'est que hacker le mot de passe d'un PC, d'une session Windows, c'est super simple. Allez sur YouTube, vous rentrez ce type de choses et vous allez tomber sur des milliers et des milliers de vidéos qui expliquent différentes méthodologies pour hacker un mot de passe d'une session Windows. N'allez pas au bout de la démarche parce que des fois vous allez tomber sur des outils qui peuvent justement vous amener du risque.
mais finalement, ça explique où trouver les outils, comment les utiliser et comment justement hacker un mot de passe. Souvent, c'est des outils qu'on va mettre sur une clé USB. La clé USB, on la connecte sur le PC de la personne. On va démarrer le PC et on arrive dans le BIOS et on va changer l'ordre de boot dans le BIOS pour booter sur la clé USB. On peut le faire sur un CD aussi. Et ce que va faire l'outil, après, il y a plusieurs méthodologies pour hacker le mot de passe. Une des méthodes, c'est par exemple il va aller faire une attaque par force brute, par dictionnaire, pour aller tester tout un certain nombre de mots de passe et essayer de découvrir le mot de passe de la personne. Première méthode, ou une autre méthode, c'est simplement l'outil qui va aller dans les couches basses du système d'exploitation et qui va aller récupérer le mot de passe qui est inscrit à cet endroit-là, simplement. Donc, ça veut dire que la personne va pouvoir rentrer sur le poste de Josiane de façon finalement assez simple. Donc, la personne est rentrée sur le poste de Josiane. Là, la personne tombe sur des informations ultra confidentielles. Dans les documents de Josiane, par exemple, elle tombe sur les photos de vacances de Josiane pendant son dernier voyage en Tunisie. Elle voit des photos de son mari à la plage et elle se rend compte que finalement, le mari de Josiane, il a sacrément vieilli. Donc là, en termes d'informations confidentielles, on se pose là. C'est pas terrible. Ça veut dire que la personne, il va falloir qu'elle farfouille un peu. Et finalement, une méthodologie très simple, c'est d'aller regarder dans son navigateur les mots de passe probablement, et Josiane a enregistré aussi les mots de passe sur son navigateur pour tous les outils sur lesquels elle se connecte au quotidien. Parce que finalement, dans une entreprise, je suis tombé sur une étude l'autre fois, ça parlait de entre 25 et 80 mots de passe utilisés dans une entreprise au quotidien. Ça dépend de la taille de l'entreprise, des outils utilisés et autres. Mais finalement, ça fait beaucoup de mots de passe. Et si on vient sur Bill Burr, tout le monde n'utilise pas exactement les préconisations de la même façon. Et ça veut dire qu'on va se retrouver avec des mots de passe qui vont être qui sont tous un petit peu différents les uns des autres. Donc, ça fait beaucoup de mots de passe à se rappeler. Elle se connecte sur plein d'outils au quotidien. Et donc, au final, elle va les enregistrer sur son navigateur parce que c'est bien plus simple. Et bien, ça, c'est pas terrible parce qu'on trouve super facilement, on récupère super facilement les mots de passe correspondants. Je vais vous montrer. Si je peux connecter sur mon Chrome, je vais aller dans les paramètres. Et là, je vais dans les paramètres avancés. Et là, je vais taper mot de passe. Les mots de passe, ici, j'ai un site sur lequel j'ai enregistré le login mot de passe, c'est le FTP WatchGuard. Et finalement, pour récupérer le fichier de mot de passe correspondant, c'est tout simple, il faut juste que je rentre le mot de passe de ma session. Mais vu que la personne est rentrée en hackant les mots de passe de Josiane est rentrée sur son PC, par la suite, elle va pouvoir récupérer tous les mots de passe correspondants, ils vont s'afficher en clair. Elle va pouvoir récupérer tout un certain nombre de ressources de Josiane. Donc, ça veut dire que Josiane, on va lui demander d'éviter de stocker ses fichiers sur son navigateur. Qu'est-ce que va faire Josiane? Eh ben, elle a trouvé une solution qu'elle pense maligne. Elle va les stocker sur un fichier dans son ordinateur, un fichier texte, et elle va le planquer. Elle va mettre un autre titre, elle va mettre des données au début, elle va faire en sorte qu'on ne s'en rende pas compte, mais ça non plus, c'est pas terrible. Il y a, je vous encourage à regarder ce rapport de l'ANSSI qui dit que c'est pas terrible justement de stocker les mots de passe dans un fichier. Pourquoi? Parce que les hackers vont utiliser différentes méthodologies pour essayer de trouver des personnes qui sont dans ce cas-là. Par exemple, ça peut être simplement un petit logiciel, un malware qui va arriver, dont le seul objet, c'est pas de chiffrer vos données, rien du tout. C'est juste d'essayer de scanner votre PC et d'aller récupérer les logins mots de passe qui sont stockés dans ce fichier. Ils vont juste simplement chercher des mots-clés comme Facebook, Gmail et compagnie pour essayer de les trouver. Ça peut aussi être un site sur lequel il y a du contenu malicieux qui va aller justement scanner à distance, essayer de récupérer ce type d'informations à distance. Donc, le fichier, c'est pas terrible. C'est-à-dire que
Josiane, elle a une idée, c'est réutiliser de multiples fois ses mots de passe. En fait, Josiane, elle n'est pas la seule à faire ça. Il y a 52% des personnes qui réutilisent soit exactement le mot de passe un nombre de fois incalculable, soit un mot de passe un petit peu différent, et en plus, entre la sphère perso et professionnelle. Et ça, au final, c'est hyper dangereux. Parce que ça veut dire que, imaginons, le jour où vous faites hacker votre compte LinkedIn, c'est une catastrophe, parce que c'est un risque que un compte LinkedIn, il y a la société, la structure dans laquelle vous travaillez qui est indiquée. Donc le hacker peut va essayer de taper soit exactement le même mot de passe, soit un mot de passe un petit peu différent. Et souvent, comment il va rentrer à distance, c'est par un VPN. C'est super facile de rentrer par un VPN. Et vous en rendrez même pas compte que quelqu'un est rentré à utiliser un VPN pour se connecter sur les ressources de l'entreprise et donc est rentré dans l'entreprise au final. Ici, je vous ai mis d'autres méthodes. Je vous les ai juste mis parce que ces vidéos, je les ai trouvées très, très marrantes. Je vous encourage à aller les regarder. Il y a différentes méthodologies finalement de hacking. Simplement à demander dans la rue, à demander à une personne son mot de passe et les personnes dans la conversation peuvent donner ce genre d'informations. Ici, il y a du social engineering où une personne va se faire passer pour une autre personne et récupérer les données. C'est la personne qui est à droite là. Regardez cette vidéo, elle est vraiment sympa. Et après des vidéos un petit peu décalées, c'est sur la Hack Academy avec différentes méthodologies pour aller piquer des ressources des personnes. Vous aurez les liens justement en commentaire dans la vidéo YouTube. Mais donc, comment on fait pour se protéger? C'est la deuxième partie de cette présentation. Il y a différentes méthodologies. Déjà, il y a les gestionnaires de mots de passe. Gestionnaire de mots de passe, c'est préconisé par beaucoup de monde. Pas mal d'experts en cybersécurité qui préconisent ce genre d'outils. On va avoir, on a la CNIL qui le préconise, on a l'ANSSI qui le préconise, on a l'Union européenne qui le préconise, il y a pas mal de monde qui le préconise. Personnellement, là, je vais juste vous donner mon opinion personnelle. Personnellement, je refuse d'utiliser un outil comme ça. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'un jour, cet outil se fasse hacker par une personne mal intentionnée. C'est à ce moment-là toute ma vie perso et pro qui se fait hacker. Tous mes logins mots de passe se feraient hacker à ce moment-là. Et donc, je préfère pas prendre le risque. Et pourquoi? Parce que finalement, des outils, des gestionnaires de mots de passe qui se font hacker, ça arrive un coup de temps en temps, à peu près une fois par an. Là, par exemple, on voit l'ASPAS qui s'est fait hacker en 2015. L'ASPAS qui s'est refait hacker à peu près 6 mois plus tard. OneLogin qui se fait hacker. Après, on a qui passe, c'est peut-être pas mal, justement, préconisation, communauté européenne, l'ANSSI, recommandé par la CNIL, open source en plus, c'est pas mal ça, c'est mieux, parce que les autres outils, il y en a même certains qui sont utilisés par beaucoup de monde, qui sont gratuits, qui sont pas open source. Pourquoi ils sont gratuits? Comment est-ce que celui qui a créé l'outil, si c'est pas un outil open source, comment il se paye? Des fois, il y a une version payante, mais des fois, il n'y a pas de version payante. Je suis toujours très prudent par rapport à ce genre de choses. Ce n'est que mon opinion personnelle, bien sûr. Et donc, KeePass, c'est peut-être une bonne solution, ça. Et non, il y a KeeFarce. Le ticket réduit KeePass à néant. Malgré ça, je pondère parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui utilise KeePass, pardon. Mais donc, moi, personnellement, je ne vais pas utiliser ce type d'outil. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre méthode? L'autre méthode, c'est ça, finalement, faire un mot de passe qui soit plus pertinent. Ici, on voit un mot de passe tel qu'il est préconisé par le rapport qu'on voyait tout à l'heure, qui est finalement hyper difficile à se rappeler pour un utilisateur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Est-ce que c'était trombone, troubadour? Je ne sais plus. Et finalement, qui est super simple à deviner pour un ordinateur. Une méthodologie, c'est par exemple utiliser des mots-clés, des mots qui, ensemble, n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'ai essayé de trouver cette image traduite en français, je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé dans plein d'autres langues, mais pas en français. Donc des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et on va s'en rappeler par association d'idées. Mais tout à l'heure, je parlais de cette étude là, qui disait qu'on avait en entreprise entre 25 et 80 mots de passe à se rappeler, donc
probablement à peu près la même chose côté personnel. Comment on ne va pas pouvoir faire une centaine d'images comme ça? Mais donc, ça veut dire que derrière, il va falloir travailler, créer un algorithme pour pouvoir faire en sorte que, sans réutiliser le même mot de passe de partout, de faire en sorte qu'un hacker qui hack un mot de passe puisse pas hacker les autres. C'est pas simple, c'est compliqué. Je vous encourage si vous allez dans cette direction, il y a plein de préconisations, de bons conseils comme de très mauvais conseils qui sont sur Internet. Je vous encourage à vous faire votre propre opinion par rapport à ça. Et donc, il y a une autre méthode qui peut être complémentaire, c'est l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, c'est au niveau de notre quotidien que c'est arrivé. On a commencé à l'utiliser, par exemple, il y a quelque temps pour des choses comme pour aller protéger son compte Facebook, son compte Instagram et autres, LinkedIn et autres. Et les banques, il y a maintenant une obligation européenne qui est que les banques doivent améliorer la sécurisation des particuliers et des entreprises et des administrations vis-à-vis de l'aspect bancaire. Et finalement, c'est l'authentification multifacteur. Je vais expliquer juste après ce que c'est de l'authentification multifacteur, ça sera plus clair. Mais au final, là, sans avoir les détails autour de l'authentification multifacteur, c'est finalement, là, moi, sur l'applicatif de ma banque, quand je veux faire un virement, je ne vais plus du tout sur le web pour le faire, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, je dois aller sur l'applicatif de la banque sur mon smartphone. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un transfert à faire, je vais sur mon smartphone. Et là, je rentre dans l'applicatif, j'ai un code à rentrer pour rentrer, et je vais valider la transaction directement par cet outil. Au final, quelqu'un qui n'aurait pas accès à mon smartphone ne peut pas faire ce virement. Quelqu'un qui le ferait à distance ne peut pas le faire. Personnellement, je ne reviendrai plus en arrière parce que ça me permet de m'assurer qu'une personne mal intentionnée qui obtienne le mot de passe pour arriver sur mon compte bancaire ne puisse pas me vider mon compte bancaire. Donc personnellement, ça me sécurise. C'est positif et je ne reviendrai pas en arrière. Et donc, côté vie professionnelle, ça arrive depuis un petit moment, mais jusqu'alors, les solutions qui étaient disponibles, elles étaient orientées très grand compte, avec un coût qui disait que les personnes qui commençaient à regarder ce type de solution, quand ils voyaient le coût, ils disaient bon bah c'est pas vraiment pour nous. Justement, nous, chez Wajnerd, on a une solution d'authentification multifacteur qui démocratise complètement cette techno pour tous, justement. Et donc, c'est quoi l'authentification multifacteur concrètement? Finalement, on va partir de quelque chose qu'on connaît, c'est un login, un mot de passe qu'on connaît, qu'on se rappelle. On va avoir quelque chose qu'on détient, un smartphone obligatoirement. On va rentrer dans ce smartphone, et là ça peut être une empreinte digitale, ça peut être un code à 4 ou 6 chiffres ou plus, ça peut être de la reconnaissance faciale ou d'autres méthodes pour rentrer sur le téléphone, sur son téléphone. Et donc ensuite on va aller dans l'applicatif là c'est Offpoint, la solution Wajnerd, qui va permettre de valider l'authentification de cette personne. Là, ça reste encore un peu pas très concret. On va le faire, on va regarder par une démo qui est disponible ici. Là, c'est une fausse démo, hein, je vous le fais. C'est du offline et en plus, c'est des copies d'écran. Pourquoi je ne vous ai pas fait une démo en online? Parce que finalement, là, il y a un peu de monde. Vous êtes 186 actuellement connectés. Et je n'avais pas envie de me louper. L'effet Bonaldi. Et donc, comment ça marche? Vous avez, on va donner l'exemple sur un login mot de passe de PC. Je rentre mon login, je rentre mon mot de passe, je clique ici. Et là, j'arrive sur, j'ai différentes méthodes d'authentification. Quand je me connecte sur mon PC initialement, moi, je vais utiliser le one-time password. Pourquoi? Parce que mon PC n'est pas connecté à Internet, donc il est en mode offline. Donc j'ai besoin d'une méthodologie offline. Je reviendrai dessus après. Le reste du temps, je vais utiliser le push. Et finalement, si je clique sur le push, c'est tout simple. J'appuie ici
puis ici pour envoyer un push. Là, c'est en anglais parce que la démo est en anglais, mais quand on l'utilise en France, on va pouvoir le mettre en français. Je l'envoie le push, et là, sur mon téléphone, sur mon smartphone que j'ai déverrouillé, je vais dans l'applicatif Offpoint et j'approuve la connexion à cette ressource, et là, j'arrive sur mon PC. Donc au final, c'est super simple. Là, je voulais détailler, mais on rentre le login, le mot de passe, on clique ici, on appuie sur push, on valide, et c'est bon, on est accédé sur son PC. Au final, ce truc-là, au début, on aura eu un peu en disant une étape de plus. Mais au final, après, c'est comme un contrôle à sup. C'est tellement, on s'y habitue très vite. Et justement, il y a plein d'avantages derrière pour l'utilisateur qui fait qu'au final, ce push sur le téléphone, oui, ça rajoute une étape en plus, mais il y a tellement de bénéfices derrière que finalement, on s'y fait très très vite. Et donc là, on parle d'authentification sur au niveau du PC. Désolé, je vois qu'il y a des questions depuis tout à l'heure, mais j'ai un peu de mal à faire les deux, donc je répondrai. Allez-y, posez un maximum de questions et on répondra avec Pascal à la fin à toutes vos questions. Désolé, j'ai un peu de mal à faire les deux choses en même temps. Et donc, je réponds de temps en temps quand c'est des questions. Je réponds en perso. Merci Pascal. Donc, pour quel usage? On va le voir tout de suite. Juste avant, j'ai un détail important à spécifier. C'est que cet outil Offpoint, il est en mode SaaS, et donc il ne nécessite pas de client de sécurité WatchGuard, du TM WatchGuard. On peut très bien être équipé de quel que soit l'autre techno et pouvoir justement avoir de l'Offpoint pour sécuriser tous les accès. En mode SaaS, donc ça veut dire aussi que c'est paramétrable à distance, et donc vous pouvez très bien le tester dès maintenant, même si vous n'êtes pas dans les locaux de votre structure. Donc pour quel usage? On parlait du login mot de passe du PC, mais surtout pour la partie VPN. Le premier usage, beaucoup de personnes veulent en premier sécuriser les VPN parce que justement, un mot de passe hacké, comme je disais tout à l'heure, une personne mal intentionnée va se connecter en rentrant le login mot de passe par VPN super facilement sans que personne soit au courant qu'il y a eu une intrusion justement par VPN. Donc c'est généralement souvent le premier biais par lequel les personnes veulent avancer sur le sujet. Mais pas que, puisqu'on parle de tous les usages sur lesquels il y a un login mot de passe. Donc ça veut dire que ça peut être aussi pour tout ce qui est connexion bureau à distance, Citrix TSE et autres. Et ça peut être aussi pour tous les applicatifs web qu'on utilise dans une structure. Et juste petit détail par rapport à ça, on a un certain nombre de guides d'intégration qui sont déjà tout faits, qui expliquent comment mettre en place de l'authentification multifacteur sur ces différents applicatifs. S'ils ne sont pas dans cette liste, on enrichit progressivement cette liste-là. S'ils ne sont pas dans cette liste, il faut que l'authentification de ces applicatifs se fasse sur une base de Radius ou de SAML2. Et si c'est le cas, alors il y a de grandes chances pour que l'intégration soit possible, et c'est alors à tester. Mais si je reviens juste en arrière, on parle de tous ces applicatifs. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous retrouver à faire un push à chaque fois que vous connectez sur ces différents applicatifs? Là, si c'est le cas d'un truc comme ça, vous allez râler très vite et désinstaller cet usage très rapidement. Et bien, heureusement que non, parce que avec Offpoint, il y a un portail qui est ici et sur lequel on va pouvoir centraliser tous les applicatifs web qu'on utilise dans une structure. Et concrètement, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer celui qu'on utilise chez WatchGuard. Alors, je me connecte sur mon Chrome. Ici, c'est marqué usa.offpoint.fr parce que je suis géré des US, mais en France, on va se mettre sur la zone Europe où c'est géré dans un cloud à Francfort. Pourquoi? Parce que c'est les plus, en termes de GDPR, les Allemands sont les plus rigoureux sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on a directement pensé à mettre ce code à cet endroit-là. Et donc là, j'ai fait une chose qui n'est pas bien, j'ai mis mon login, mais je l'ai enregistré, mais j'ai quand même pas enregistré mon mot de passe. Là, je vais quand même le rentrer. Oups, mince, je vais fermer mon navigateur, pardon. Je refais.
Je mets mon login. Mon mot de passe. Là, j'appuie sur Push. Je vais dans l'applicatif Offpoint, j'approuve. Et là, la connexion se fait. Donc, j'arrive sur le portail qu'on utilise chez WatchGuard, le portail IDP, sur lequel tous les applicatifs que je vais utiliser au quotidien vont être là. J'ai par exemple mon GoToMeeting et je n'ai plus à rentrer mon login, mot de passe correspondant. Donc, c'est bien pratique. Je vais avoir mon Salesforce, je vais avoir mon Box, mon Concur et autres. Autres outils que je vais utiliser au quotidien. Et donc, finalement, si je vais sur mon Salesforce, bah, il s'est ouvert, il est en train de s'ouvrir. J'ai mon GoToMeeting, GoToWebinar qui est ouvert. J'ai plus à rentrer de multiples fois dans la journée mon login, mot de passe. Et ça, c'est un gros gain au niveau des utilisateurs. Ce qu'on va faire en général, c'est que Offpoint, vu que c'est un mode SaaS, on va pouvoir, le minimum, c'est en termes d'acquisition, c'est des licences pour 5 users. C'est le minimum qu'on peut, sur lequel on peut partir. Et donc, quand on a une licence pour un utilisateur, ça peut être pour tous les usages qui sont ici. Et on installe ce qu'on veut ou on n'installe pas ce qu'on ne veut pas. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est souvent, on va pas tout mettre en place en même temps. Souvent, au final, on va travailler sur des personnes qui sont un peu plus geeks, qui déjà l'utilisent au niveau de la sphère perso, et qui vont même être ravis de pouvoir qu'on leur installe ça, parce que les tokens qu'ils utilisent au niveau perso, ils vont pouvoir les insérer dans l'outil, dans l'applicatif Offpoint sur leur smartphone et pouvoir aussi gérer la partie perso. Donc ils vont d'autant être contents. Et en fait, ce qu'on installe, c'est souvent le portail IDP. Parce qu'au final, c'est-à-dire que cette personne va commencer à utiliser le portail. Des collègues qui vont arriver derrière en le regardant, cette personne va en parler à tous ses collègues en disant ah, super pratique cet outil. Et ils vont voir que cette personne n'a plus à taper autant de mots de passe dans sa journée. C'est un gain pour l'utilisateur. Et donc, progressivement, d'autres vont venir en disant et moi, quand c'est que vous m'installez cet outil chez moi, parce que c'est super pratique, je l'ai vu, ça m'intéresse. Et après, progressivement, on rajoute les autres usages. Par exemple, la partie VPN, la partie connexion bureau à distance. Certains vont le faire aussi sur le PC, pas forcément. C'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Et donc, je parlais des guides d'intégration, mais on a besoin d'un smartphone pour ça. Sur iOS, sur Android, pro ou perso. Ça peut être tout à fait installé sur un smartphone personnel, c'est non intrusif. Par contre, des fois, on a des personnes qui ne vont pas vouloir, même si c'est un outil non intrusif, ils vont pas vouloir qu'on leur installe sur leur téléphone perso. On a plusieurs méthodologies derrière. On peut partir sur des tokens physiques, mais nous, on ne préconise pas. On a des tokens parce qu'on a des personnes qui nous demandent spécifiquement des tokens, mais au final, c'est moins sécurisé parce que le token, quand on a par exemple son PC perso dans la sacoche, on va avoir souvent le token qui est à côté. Si quelqu'un nous pique la sacoche, il va récupérer le PC perso, le PC de la structure, plus le token à côté. Et donc, il va pouvoir y rentrer super facilement. Là, le one-time password est en train de tourner sur le token. C'est moins sécurisé finalement. Ça, c'est de l'authentification double facteur. C'est beaucoup plus simple en termes d'authentification. C'est moins sécurisé. On l'a. En plus, c'est une grosse galère à gérer au quotidien. Les gens vont les perdre, vont éventuellement les casser s'ils sont un peu brutaux. Faut gérer l'approvisionnement des personnes. C'est quand même assez, c'est moins sécurisé. Donc souvent, au final, certains ne vont pas l'installer sur certaines personnes qui refusent de l'installer sur leur smartphone perso. Mais au final, souvent, c'est des personnes qui vont venir quelques temps plus tard en disant c'est quand même pratique comme usage, parce que je vois mes collègues qui m'en parlent en me disant qu'il y a plein de bénéfices. Ok, je suis d'accord pour qu'on fasse un test et qu'on l'installe sur mon smartphone personnel. Pourquoi? Parce que au final, les intérêts ils sont ici. Bien sûr, pour l'entreprise,
l'entreprise, l'administration, c'est une bien meilleure sécurisation des données de l'entreprise, puisque un mot de passe, un login mot de passe compromis, une personne ne peut plus, mal intentionnée, ne peut plus rentrer dans l'entreprise avec un mot de passe compromis finalement. Donc on sécurise un peu mieux les données de l'entreprise. Pour l'utilisateur, il y a plein d'avantages. C'est que déjà on peut très bien indiquer aux utilisateurs que du fait qu'on a ce biais additionnel d'authentification, on va pouvoir très bien simplifier un peu le mot de passe, autoriser la personne à simplifier un peu son mot de passe. C'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai réduit le nombre de caractères, j'ai réduit la complexité de mon mot de passe pour pouvoir le taper plus vite. Pendant les démos, c'est quand même plus pratique. Avant, je me trompais une fois sur deux tellement mon mot de passe était compliqué. Et en plus, pour s'en rappeler, c'était vraiment pas simple. Et il faut garder un mot de passe. Et il faut surtout pas mettre des mots de passe idiots comme password, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et compagnie. Quand même pas. Mais on va faire un entre-deux finalement, souvent. Surtout une chose qui va changer la vie aux utilisateurs, c'est qu'ils n'auront plus à le changer tous les 90 jours. Et finalement, ça, c'est une des grosses causes des post-it qui sont peut-être pas forcément sur l'écran, mais qui peuvent être sur le clavier de l'ordinateur, qui peuvent être dans le tiroir ou autre. Finalement, le fait de ne plus changer en permanence, ça aide. Moins de mots de passe à retenir, c'est avec le portail IDP, justement, on n'a plus à les taper, et éventuellement la notion de safe location. Safe location, c'est quand vous êtes dans les locaux de votre structure, vous pouvez très bien chanter l'authentification multifacteur et faire que l'utilisateur n'ait pas à faire ce push sur son téléphone pour accepter l'accès. Dans ce cas-là, il ne fait de l'authentification multifacteur que quand il est en dehors des locaux de votre structure. Certains adorent, d'autres ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est basé sur la notion d'IP public du réseau. Et donc, ça peut être un risque en cas d'usurpation d'identité par un attaquant. Donc, un certain nombre de structures ne l'utilisent pas. On fait comme on veut. Mais au final, je pense que le truc le plus important, c'est ça, en cas de push anormal. Si demain, moi, personnellement, tous nos usages chez WatchGuard, ils sont sécurisés en termes de login mot de passe, ils sont sécurisés par Offpoint. Ils nous l'ont mis en place progressivement pour qu'on s'y habitue et qu'il y ait une acceptation de tout le monde qui se fasse super rapidement. Demain, si je me fais hacker mon mot de passe, je m'en fiche. Je m'en fiche pourquoi? Parce que je vais le savoir déjà. Sur mon smartphone, je vais avoir une notification qui me dit que je vais m'ouvrir Offpoint et là, je vais voir qu'un utilisateur qui est basé en Chine, en Russie, je sais pas où, cherche à se connecter sur mon VPN. Là, quand je vois ça, je sais que je me suis fait hacker mon mot de passe par un biais ou par un autre. Donc, quand je vois ça, directement, je refuse la connexion. Donc, la personne à distance ne pourra pas se connecter sur des ressources WatchGuard. Et je sais que je me suis fait hacker, donc je m'empresse de changer mon mot de passe de session Windows directement. Et donc, au final, pour moi, personnellement, c'est le point le plus important de cette solution, pouvoir vraiment sécuriser complètement tous les accès par login mot de passe et être prévenu quand quelqu'un cherche à utiliser mon mot de passe. Mais au final, pour tester Offpoint, on a une offre actuellement où vous avez possibilité de tester Offpoint pendant une période de 120 jours jusqu'à 250 users. On a des guides qu'on peut vous installer, qu'on peut vous envoyer pour pouvoir tester le produit. On a un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition aussi. Et au fait, je suis tombé sur une image il y a quelques jours où j'ai trouvé le neveu de Josiane. Il est là. Il est passé au JT de TF1 aux 20h. Il a pris du galon. Maintenant, il passe à la télé. Il a un masque, hein, bien sûr. Il respecte pas vraiment les distances avec ses collègues, mais par contre, son mot de passe, il est vraiment pas terrible. Hein. Ce qu'on voit, CRM, c'est ça? C'est vraiment pas terrible comme truc. Et sur l'écran, c'est pas mal. Donc voilà, j'en ai fini de la présentation. Si vous avez des questions, je reconnais, c'est José, après Josiane. Pascal, si tu veux compléter.
Alors, il y a plein de questions. Donc, j'ai répondu, Désolé j'ai répondu aussi vite que je pouvais. Désolé si mes de pas réponses avoir sont pu. parfois incomplètes. Désolé de ne pas Mais avoir pu tout faire en. Est-ce que tu pourrais indiquer un certain nombre de réponses à tout le monde, justement? il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que je voulais pas te déranger pendant, parce que sinon je passais mon temps à t'arrêter en fait. Ce qui aurait été dommage. Mais il y en a plusieurs qui reviennent, qui sont un peu les mêmes, notamment certains qui parlent de le mettre sur plusieurs téléphones. Donc non, Hotpoint va se mettre sur un téléphone, avec justement tout l'intérêt, c'est que Hotpoint a en quelque sorte la signature de votre téléphone, ce qu'on appelle l'ADN. Alors je vous dirai pas ce qu'il y a dans cet ADN justement parce que c'est secret, mais ça prend tout un tas de choses qui sont spécifiques au téléphone, qui empêchent justement qu'un pirate puisse cloner votre téléphone, avoir son hotpoint de son côté et faire en sorte que le push lui arrive à lui. Donc ça sera pas possible. Donc effectivement, vous allez mettre sur un téléphone et si le téléphone se fait voler, bah, il faut déjà qu'il rentre dedans. Mais vous pouvez invalider assez facilement la connexion pour le coup. Vous prenez l'administrateur bloque le compte et régénère une activation sur un téléphone que vous aurez récupéré. Donc ça, c'est vraiment pour assurer qu'on puisse pas avoir de multiples applications, parce qu'imaginez bien que si vous avez de multiples applications, bah, ça défait complètement l'intérêt du MFA, puisque comment on va savoir que c'est vous ou que c'est quelqu'un d'autre? Impossible. Quelqu'un posait la question également dans la même veine d'une appli desktop sur un PC ou une machine à la place des téléphones. Même réponse, ça défait le principe du MFA parce que c'est le même outil qui nous permet de nous connecter. Donc s'il est piraté, ben, l'ensemble est piraté. Donc il y avait cette série de questions. Alors il y en a auxquelles j'ai pas encore répondu parce que ça continuait. Et tu as fini avant. Je ne sais pas si tu en vois quelques-unes qui ne sont pas répondues, Johan. Il y en a tellement. J'ai un peu de mal. Alors, je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Pour celles sur lesquelles on n'aurait pas répondu de toute manière dans le webinaire, vous avez nos contacts et on y répondra avec plaisir par la suite, bien entendu. Je regarde. Alors, il y a des questions sur la RGPD, mais si ça vous embête pas de préciser un petit peu, parce que la RGPD, c'est 99 articles, il y a beaucoup de choses dedans. Si c'est la notion de données qui restent en Europe, etc., sachez que WatchGuard est RGPD, on a des data centers en Europe et donc tout ce qui se passe en Europe reste en Europe en termes de données à caractère personnel. Donc que ça soit pour Hotpoint ou que ça soit pour n'importe quoi. Encore que dans Hotpoint, il n'y a quand même pas beaucoup de données à caractère personnel, mais de manière générale dans tous les outils WatchGuard. Ah oui, je suis en train de descendre l'ascenseur, il y en a encore quelques-uns. Alors, du coup, j'écoutais pas toute la présentation, Johan, pendant que je répondais aux questions. Est-ce que tu as parlé un peu de tarification ou pas du tout? Non. Vas-y, je te laisse en parler. Alors, c'est assez simple. On est, alors selon les volumes que vous prenez, bien entendu, on est grosso modo, moi j'aime bien ramener ça à un prix mensuel. On est sur un prix public qui est entre 2 € et 2,50 € selon les volumes que vous allez avoir par utilisateur et par mois. C'est une tarification à l'utilisateur avec un pack minimum à 5 et ensuite que vous prenez sur 1 an ou sur 3 ans ou si vous passez par un partenaire qui peut être mensualisé. Ah, il y a quelqu'un qui t'a pas écouté, quelqu'un qui demande quel gestionnaire de mot de passe tu préconises. Ensuite, les autres. Donc, il y a pas mal de questions sur les coûts. Donc, je viens d'y répondre. La présentation par PDF, pas de souci. Il vous suffit d'envoyer un petit mail à france@watchguard.com comme c'est indiqué sur l'écran et on vous l'enverra.
Il y a une question qui est comment faire quand on a oublié son smartphone. La même chose que quand vous oubliez un mot de passe. Quand vous voulez vous connecter et que vous oubliez un mot de passe, vous faites comment? Vous appelez le support de l'entreprise et c'est eux qui vous dépatouillent pendant de manière temporaire. Là, c'est exactement la même chose avec le MFA. Si vous oubliez votre téléphone, c'est comme si vous aviez oublié votre mot de passe. Il va falloir qu'un admin, si vous voulez y accéder, accéder à votre compte temporairement, le désactive, donc vérifiez que c'est bien vous, etc. Donc là, il y a un petit process de support qui est le même process de support qu'il y a dans une entreprise pour la gestion des mots de passe. À tout moment, un admin peut bloquer le compte s'il voit une anomalie. D'ailleurs, dans son interface cloud, l'administrateur ou les administrateurs de la solution voient quand il y a trop de tentatives sur un utilisateur ou trop d'échecs et qui repère une anomalie. Il le verra dans ses outils de reporting sur son interface. Sinon, il y a pas mal d'autres questions auxquelles j'ai répondu. Alors, il y en a certains dont les échanges sont longs, donc je vous recommanderais de nous envoyer un petit mail avec vos coordonnées et on vous rappellera après pour en discuter. Ça sera peut-être plus simple que des échanges sur un chat. Pascal, la mise en place, c'est simple ou pas? Alors, la mise en place de Dotpoint, une mise en place initiale, après ça dépend bien entendu du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir, mais une mise en place initiale, c'est faut compter moins d'1 heure, normalement en une demi-heure ça doit être réglé puisque c'est du full cloud, il y a juste un petit agent à mettre sur l'AD si vous voulez faire une synchronisation des comptes. Et le reste est full cloud, donc ça va assez vite. Pas très très compliqué. Je ne sais pas si tu l'as recommandé, mais vous avez un tuto complet sur la chaîne YouTube WatchGuard France, donc un tuto en français sur Hotpoint qui explique comment ça s'installe. Vous verrez que le tuto justement n'est pas très long et du coup en une demi-heure c'est à peu près réglé. Quand on change de téléphone, Pascal? Eh bien, quand on change de téléphone, il y a une réactivation à faire. Là, pareil, c'est l'admin qui va. Donc, faut prévenir l'admin. L'admin va désactiver l'ancien téléphone, va renvoyer un mail d'activation pour le nouveau téléphone, et c'est tout. Donc, ça prend très peu de temps. Une autre question que j'ai déjà répondu, mais c'est pas grave. Tous les modèles sont-ils compatibles M300 par exemple? Je n'ai pas répondu exactement. Alors, comme ça, vas-y, Pascal. Hotpoint est indépendant des firewalls. Donc, vous pouvez avoir n'importe quel firewall au monde, y compris du non WatchGuard, même si c'est une faute de goût, mais n'importe quel autre, peu importe. Hotpoint est une solution complètement autonome. Vous pouvez avoir du Hotpoint avec de l'Office 365 indépendamment de toute la solution firewall que vous possédez. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, si vous n'aimez pas nos firewalls, mais que vous aimez notre solution MFA, ça nous va bien aussi. Même si, une fois de plus, c'est une faute de goût, mais ça, on pourra en discuter. Je vois une autre question, Pascal. Si la personne quitte la société, pour ces tokens justement perso, comment elle fait pour les enlever? Si elle quitte la société, alors ce qu'on va avoir dans l'appli Hotpoint, c'est justement l'appli est multi-jetons, de jetons logiciels, on s'entend. Donc par exemple, moi dans mon appli, j'ai mon jeton WatchGuard, mais j'ai également mon jeton Facebook, mon jeton Instagram, mon jeton Google. Demain, je quitte la société, c'est la société qui va m'invalider mon jeton WatchGuard, mais je garde mes autres jetons perso dessus. Si j'ai bien compris la question. Et notamment, je vous encourage, quand bien même vous ne voulez pas Hotpoint en pro payant pour l'infrastructure d'entreprise, testez-le pour vos besoins perso, c'est complètement gratuit. Vous téléchargez Hotpoint sur votre iPhone ou sur votre Android et vous pouvez essayer par Facebook ou par Google ou par Insta, enfin des applis qui font de l'authentification multifacteur avec lesquelles on va être compatible. Ce qui permet d'éviter de multiplier les différentes applications de MFA justement. Vous aurez tout dans Hotpoint. Et pour cette partie-là, la partie perso, c'est complètement gratuit.
Pascal, une autre question. Si le mot de passe reste ouvert toute la journée, c'est pas dangereux si la personne qui s'en pose quelques minutes, ce qui arrive souvent? Alors, il faut qu'il y ait quand même une cohérence dans la politique de sécurité de l'entreprise. Enfin, tu le sais, toi, sur ton PC, Johan, le PC il est contrôlé par l'admin, et toutes les 15 minutes, la session se verrouille et on peut, voilà, on doit faire avec et rouvrir s'il faut réouvrir, ainsi de suite. Le MFA, ça ne veut pas dire que vous avez plus de sécurité à côté dans la politique de sécurité de l'entreprise. Hein. C'est une couche en plus qui apporte tout ce que tu as expliqué, mais il faut quand même une cohérence. Moi, je sais, mais je pose juste la question parce qu'elle y est. Voilà, il y a des questions qui sont longues. C'est vraiment pas sympa sur la coupe de cheveux de Josiane, hein, vraiment. L'écran. Ah oui. Je pense qu'on a à peu près répondu à tout, Pascal, non? Incapable de dire, il faudrait que je relise tout pour voir si j'en ai loupé. Donc si on en a loupé, mille excuses et de toute manière revenez vers nous, on est joignable par mail, par téléphone, on vous rappelle si vous le souhaitez. Et un grand merci à tous pour votre participation, pour toutes ces questions, c'est appréciable. On va vous envoyer toutes les informations correspondantes, la présentation bien sûr, le lien pour l'enregistrement, juste le temps que ce soit traité par l'outil GoToWebinar, et vous l'aurez dans l'après-midi. Si tu as d'autres choses à compléter, Pascal? Non, merci à toi pour ce webinaire qui était très clair et que vous retrouvez sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo d'Yohan. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.